Madame WW. Une blonde. Blonde et pâle. Les attaches fines. Un corps délicat, menu, presque de porcelaine. Tout chez elle semblait fragile, éphémère, comme ces fleurs qui poussent dans la fente d'un mur, entre deux pierres, ou dans une cicatrice de l'asphalte. WW habitait loin de Saint-Roch. Elle m'avait connue alors que je donnais une conférence à Aix-en-Provence. WW était juive. Elle croyait que je l'étais aussi. Les gens le pensent souvent. La recherche de mes coordonnées sur l'internet lui avait permis de constater que ma région ne comptait aucune épicerie cachère. De son propre chef, elle m'avait apporté quelques présents. Des mazzottes aux œufs, des gaufres fines Mémé Hélène, un camembert à Olam, des nougats Chabert et Guillot, et quelques autres provandes estampillées CPK. Elle ne marqua aucun signe de déception lorsque je lui avouai qu'à ma connaissance, je n'avais pas de sang juif. Je crois qu'elle me fut reconnaissante de l'exprimer ainsi. Ce doute auquel très sincèrement je faisais une place la réconfortait. Quel occidental peut être sûr de n'avoir pas un peu de sang juif dans ses veines ? C'est donc à cette éventuelle goutte qu'elle offrit ses présents. Et c'est cette même goutte qu'elle chercha ensuite à ressusciter en m'initiant aux arcanes de la cacheroute. Une blonde, WW, belle, apparemment fragile, mais en surface seulement. Elle était férue de mécanique auto, moto et coureuse de rallye. Quand je dis férue de mécanique, ce n'est pas une image. Elle aimait passer des heures les mains dans le cambouis. Elle avait fait creuser une fosse dans son garage. Et pour rien au monde, elle n'aurait délégué la vidange de son véhicule à un quelconque professionnel. Elle regardait l'invasion de l'informatique automobile comme la fin d'un temps de liberté et de plaisir. Le rêve qu'une constitution trop légère tenait hors de sa portée était la compétition moto. Mais elle compensait cette abdication forcée en s'inscrivant régulièrement dans des courses de cross et d'enduro. WW consultait pour un problème de mémoire. Récent, lui demandai-je, désignant du doigt la minerve qui soutenait son cou. Non. Plus ancien que le déplacement vertébral qu'elle s'était occasionné en chutant d'une échelle. Non, cela était sans rapport. Les premières absences remontaient à plus d'1 an et pour tenter de les enrayer, elle avait déjà écumé le monde médical des Bouches-du-Rhône. Je fis dévier le cours de mon investigation en la priant de me décrire précisément le genre de défaillance dont elle souffrait. Sur le coup, elle ne comprit pas ma question. Je l'aidai un peu. S'agissait-il d'oubli d'événements ayant une charge émotionnelle ? De faits plutôt récents ou anciens ? Cela concernait principalement le quotidien, les choses à faire, son planning, et perturbait son fonctionnement professionnel. WW était secrétaire de direction et apparemment bras droit du directeur général. De grosses responsabilités, nombreuses et variées. C'était pour cela qu'elle consultait. Pour cela en priorité. Pour préserver la qualité de son travail et son efficacité. Je lui demandai de me préciser ses conditions de vie. Elle avait une fille en dernière année de lycée, veuve
elle vivait avec un homme qui n'était pas le père de l'enfant. Quand je pensais l'avoir suffisamment promenée, je lui demandais à brûle-pourpoint si elle rapprochait l'apparition des pertes de mémoire d'un quelconque événement, même insignifiant à première vue. Et comme je m'y attendais, WW me mentit. Non, il ne s'est rien passé de spécial, me lança-t-elle, sans prendre le temps de réfléchir. Alors qu'elle se donnait un mal de chien pour me faire gober sa version des faits, son corps m'envoyait un autre message. Comme à mon habitude, j'avais mis à profit nos premiers échanges anodins pour décrypter la communication de cette femme. Toutes les informations justes et vérifiables qu'elle m'avait données, comme son adresse ou son numéro de téléphone, étaient accompagnées d'expressions corporelles précises. Une légère projection en avant du buste, suivie d'un rapide clignement de paupières. Je n'avais observé aucun de ces signaux alors qu'elle m'affirmait que rien n'était arrivé. Au contraire, son buste s'était calé contre le dossier de la chaise et elle avait croisé ses mains devant elle, dans un geste de protection. Donc, cher WW, vous avez décidé de me cacher quelque chose d'important, pensais-je, tout en reformulant à voix haute et à son intention, bien, rien de spécial. Et pour la persuader que je cautionnais sa version, je marquai une pause dans notre échange pour la prendre en note. Lorsque j'eus fini de tapoter les touches du clavier et que je relevai la tête, WW avait changé d'attitude. Elle était plus distante. Un petit air déplacé, presque narquois, éclairait son visage. Ainsi, WW avait décidé de me cacher les origines de son problème. Contrairement à d'autres patients, de nombreux autres qui travestissent la réalité sans même s'en douter, il s'agissait chez elle d'un choix délibéré que j'allais respecter en attendant que les choses changent. Je découvris sans surprise un organisme en proie à la saturation émotionnelle. C'est à peine si cette femme parvenait encore à respirer. Sa peau d'une blancheur d'albâtre paraissait irisée par la lueur d'un feu intérieur. Je notais sur certaines zones de son corps des traces étranges. Un voile imperceptible semblait les recouvrir. L'épiderme gagnait alors en grain, comme traversé par un frisson. Son pouls, bien que fin, crépitait sous mes doigts. J'eus la vision d'un bûcher en flammes. Dès que je tentais de débloquer son diaphragme, les larmes contenues à grande peine dans cette fragile poitrine débordèrent. Je fis mine de ne rien remarquer et m'éloigner d'elle aussitôt que je le pus, afin de la laisser exprimer cette réaction dans son intimité. À toutes fins utiles, je décidai de réfréner mes ardeurs thérapeutiques envers WW. Le corps ne semblait pas, chez elle, le seul élément soumis à l'air et au feu. Les initiales de son nom me faisaient penser à 4 coupes au buvant tournées vers l'emprise du ciel. 4 cornes, 4 amphores, 4 vidrecaumes. 4, comme pour mieux encadrer le conflit intérieur qui calcinait cette étrange femme. Étrange seulement si l'on faisait un arrêt sur l'image qu'elle projetait. Mais pour peu qu'on se focalise sur le travail souterrain qui l'avait conduit à devenir ce qu'elle était, on n'aurait rien perçu d'étrange. Pour être exact, WW était non pas étrange, mais étrangère. Étrangère au monde dans lequel elle vivait en complète déconnexion. Je me plongeai dans l'observation de son corps allongé sur la table.
Dans la pénombre, un corps maintenu dans une rigidité parfaite par un décret de la volonté. De cette mystérieuse volonté manifestée par les personnes déchirées entre le désir de se sentir mieux et la fidélité qui les retient prisonnières d'une construction de leur esprit. Une volonté désespérée, presque un désespoir volontaire. Une débauche d'énergie surtout pour garder en vie une monstruosité. Le produit d'un inceste mental et parfois d'une pathétique parthénogénèse. WW. Je voyais maintenant dans cet idéogramme le sceau d'une prière muette. Plus qu'une prière, une supplication. Mais qui WW suppliait-elle ainsi ? Son Dieu ? Jéhovah ou je ne sais qui ? Et cette invocation n'était-elle pas plutôt de l'ordre de l'imprécation ? De quel mal redoutait-elle d'être frappée ? Je me refusais à penser qu'il entrait dans la nature profonde de cette femme d'en référer à une divinité pour accomplir son destin. Je la sentais assez forte, talentueuse et résolue pour atteindre les objectifs profanes visés par le commun des mortels sans avoir recours à une assistance céleste. Alors, de quoi s'agissait-il ? Et quel lien avec ce qui s'était produit 1 an et demi plus tôt ? Date présumée de l'événement que WW souhaitait tenir caché aux yeux du monde et peut-être en priorité à ceux du ciel. Ce n'était certainement pas un fait extérieur. J'optais pour l'hypothèse d'une tragédie intime. De fait, WW avait des allures de coupable. Je croyais voir en elle une enfant porteuse d'un répugnant secret. WW revint 2 ou 3 fois sans que je note de changement dans son état. Elle avait beau m'assurer que sa mémoire se comportait mieux, je n'y croyais pas. Sa carapace émotionnelle était toujours aussi épaisse, son feu dévorant et son sourire toujours aussi désespéré. « Je dois vous raconter une anecdote », lui annonçai-je au cours d'une de ses visites. « J'ai fait un rêve dans lequel vous êtes apparu. » Oh, je ne lui mentais pas. Cela m'était arrivé la veille. À vrai dire, il s'agissait plutôt d'un songe. Les images que j'en avais retenues me semblaient nimbées d'une lumière irréelle, de celle qui couronne la tête des saints sur les icônes byzantines. Et plus frappante encore était la précision avec laquelle WW m'était apparue. Ma vision d'elle avait été troublante. Un peu comme si je l'avais vue avec 2 yeux différents. Un qui m'aurait restitué son image globale, l'autre chacun de ses traits. Les moindres détails de sa chevelure, de l'émail de ses dents, de sa peau, son fin duvet blond, comme observé au microscope. Elle était suspendue à mes lèvres, figée d'appréhension. Oh, je serais bien en mal de vous dire le contexte de ce rêve. Vous savez comment c'est. Jamais bien logique tout ça. Le décor changeait très vite. Il y avait un groupe de femmes. Elles étaient parfois affairées, ou bien elles paraissaient dans un grand salon chargé de tentures, de tapis, de tableaux. À l'évocation de cette scène, je vis le visage de WW pâlir. Une de ces femmes semblait dominer le groupe. Une femme joviale, au bel embonpoint. Les cheveux coiffés en chignon sur la nuque. Et détail étonnant, elle portait un monocle. « Vous avez vu ma grand-mère Yentl ?» s'exclama WW. « Le monocle, c'est celui de son père, Ehud. Et ensuite,
c'était bizarre. Cette dame comptait les gens dans la pièce, mais plus elle comptait, plus le nombre de personnes augmentait. Hommes, femmes, enfants et même un bébé. À un moment, je crois que quelqu'un a renversé un objet. En tout cas, un objet s'est brisé sur le sol. Je serais incapable de vous dire de quoi il s'agissait. Mais l'instant suivant, le salon était vide. Les gens n'étaient pas les seuls à avoir disparu. Il n'y avait plus un meuble dans la pièce, plus de tapis, rien. J'ai traversé l'appartement désert, je suis allée vers un placard, et lorsque j'en ai ouvert la porte, je me suis retrouvée ailleurs. C'est là que je vous ai vu. Vous brûliez, ou plutôt vous étiez entouré de flammes. Je laissais ma phrase en suspens. Le visage de WW était transfiguré. J'attendais qu'elle prenne la parole, car il me semblait que ce rêve décousu l'avait ému plus que de raison. Elle ravala sa salive et porta une main à sa bouche pour la couvrir. Ma grand-mère Yentel, commença-t-elle mal à l'aise, avait 5 enfants. Alter, Selig, Samuel, Avigail et Erit. Alter était l'aîné. Sa venue au monde avait été laborieuse. C'était un garçon fragile de santé précaire. Quand le rationnement a été mis en place, Yentel a craint que les restrictions alimentaires, en plus du manque de chauffage, lui soient fatales. Elle l'a expédié chez des cousins en Amérique. C'était en 40. Et finalement, ça lui aura sauvé la vie, puisqu'il va bientôt fêter ses 80 ans. Il n'a pas bougé de Baltimore, il y est toujours. Elle marqua un temps d'arrêt, comme si elle hésitait sur la suite. Yentel, reprit-elle enfin, était la plus jeune fille de ses parents, la plus vive aussi. Ce que je sais d'elle, je le tiens en partie d'Alter. Je vais souvent le voir dans le Maryland. Il avait 12 ans quand sa mère l'y a expédié. Il se souvient surtout à quel point elle était drôle et les faisait tous rire avec ses pitreries. Une femme d'un immense courage. Son mari, mon grand-père, est mort juste après le départ d'Alter pour l'Amérique. Un bête accident de la circulation. Comme quoi la vie. Après son décès, ma grand-mère a repris les rênes du négoce de mercerie. Ses beaux-frères l'aidaient. La famille était très soudée, et souvent, comme vous l'avez vu dans votre rêve, la maison était pleine de gens. Elle marqua une nouvelle pause, son regard rivé à une statuette de bois posée sur un coin de mon bureau. C'était une femme de tête, ma grand-mère, perspicace. Elle ne se faisait guère d'illusions sur ce qu'il adviendrait d'elle et des siens. Cette fois-ci, lorsqu'elle se tut, elle me fixa résolument. Ma grand-mère aurait sauvé toute la famille si elle avait pu. Toute la famille, c'est sûr. Mais elle n'a pas eu le temps. Elle a été prise de vitesse. Elle n'a pu sauver que sa dernière fille, Erit, qui est devenue ma mère. C'était un bébé. Je crois que c'est elle que vous avez vue dans le salon. Quand son mari est mort dans cet accident de la circulation, elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Qu'elle était enceinte d'Erit. Erit, ça veut dire jonquille. C'était la fleur préférée de mon grand-père. Au dire de WW, le bébé de mon rêve ne pouvait être que la petite Erit. Et le placard, celui dans lequel Yentel l'avait caché dès que la troupe avait envahi l'immeuble. Si Erit avait pleuré pendant la rafle, elle aurait peut-être été tuée sous les yeux de sa famille.
Cela se pratiquait. On attrapait le bébé par un pied et on tapait un bon coup la tête contre le mur. Ou bien on se serait contenté de la battre, elle seulement, la mère, la coupable, à coups de poing, de pied, de crosse. Mais l'enfant ne s'était pas réveillé. Et son absence n'avait apparemment intrigué personne. Ou Yentl avait fourni une explication satisfaisante. Que serait devenue Irit si personne ne l'avait trouvée à temps ? C'est une question que Yentl avait dû se poser, mais son intuition l'avait poussé à tenter cette chance folle. Au moment où elle grimpait dans le véhicule qui devait l'emporter, elle et ses 3 enfants, Madame Royale, sa voisine et amie, arrivait devant l'immeuble. « Pensez à arroser les jonquilles !» lui avait crié Yentl, avant de disparaître. Comprenant le sens caché du message, Madame Royale s'était précipitée dans l'appartement, guidée par les pleurs d'Irit qui avaient fini par se réveiller. Elle l'avait découverte au fond d'un placard, sous un tas de vêtements jetés pêle-mêle. Près d'elle, un coffret qui renfermait les bijoux et l'or de Yentl. Mais même sans cela, Madame Royale aurait adopté Irit, le souvenir vivant de son amie perdue. WW marqua une nouvelle pause. Je ne savais que dire. Cette histoire me dévastait. Devant tant de souffrances, je me sentais gênée. D'autre part, je devinais à sa façon d'entrer dans les détails que WW repoussait le moment de commenter ma vision d'elle dans les flammes. Son regard était revenu se poser sur la statuette de bois. « Et vous ?» finis-je par demander. « Moi ?» reprit-elle, comme si ce pronom lui était étranger. « Oui, vous, tel que vous m'êtes apparu dans le rêve. » Je voyais bien que je la forçais. Mais ne venait-elle pas après tout me trouver dans l'espoir que je la contraigne ? Je la fixais, montrant par mon attitude que je n'en démordrais pas. Ça aussi vous l'avez bien vu. J'ai failli mourir brûlée vive à l'âge de 4 ans. Ma mère m'a sauvée. Le feu avait pris dans le salon. Personne n'a jamais compris comment cela avait été possible. Malgré les protections devant le foyer, une braise était tombée sur le plancher. Du moins, c'est ce qu'on a toujours raconté. Mes parents étaient absents ce soir-là. Une baby-sitter me gardait. Quand ils sont revenus, la fille était partie. Elle avait reçu un appel urgent de sa famille. C'est ce qu'elle a prétendu. Chaque fois que mon père évoque cette histoire, il explique que tout est allé si vite qu'il a eu à peine le temps de réaliser la situation. Ma mère a couru, elle a traversé les pièces en flammes et au risque de sa vie, elle m'a sortie de là. Elle a été brûlée au bras, au visage et à une jambe. Ses cheveux ont pris feu. Aujourd'hui encore, elle en porte les marques. Et moi aussi, fit-elle en désignant une des zones de son corps dont la peau m'avait semblé étrange. De sacrées femmes, ai-je dit. De sacrées femmes, ouais, répondit-elle avec amertume. Ce que je ne suis pas, finit-elle par conclure après un silence. Ainsi, WW entretenait un complexe devant sa mère et sa grand-mère. C'était donc d'une affaire de courage dont il était question. Je revis instantanément l'Amazone chevauchant sa Yamaha. La fougue avec laquelle elle s'engageait dans des rallyes automobiles, son ascension sociale, son combat féministe. « Vous ne leur faites pas honte ?» essayai-je.
Elle me regarda fixement. Il y avait de la haine et de la défiance dans son expression. Mais je savais qu'elle ne m'était pas destinée. Moi, me dit-elle d'une voix que je ne lui connaissais pas encore, je n'ai pas sauvé ma fille. Enfin, nous y étions. Quelques jours plus tard, je reçus la jeune fille. Quelle surprise! J'avais beau la dévisager, je ne retrouvais en elle aucun des traits de sa mère. Celle-ci avait la peau mate, son corps sans céder à la graisse était en chair, en muscles, ses cheveux ondulés, dans lesquels les reflets châtains se détachaient à grand-peine de la masse sombre d'une magnifique tignasse, l'éloignaient de l'image éthérée de WW, laquelle semblait une poupée en biscuit comparée à cette force de la nature. C'était une jeune fille à l'esprit vif, intelligente et brillante dans toutes les matières. Sapeur-pompier volontaire depuis l'âge de 16 ans, bien qu'élève de terminale S, elle avait décidé de s'inscrire en fac de droit. Je lui manifestais mon étonnement. Avec la résolution qu'ont parfois les enfants de 17 ans, elle me déroula son plan de carrière. Le bac, puis la fac, et passé son master 2, le concours de commissaire de police. Elle projetait son entrée en fonction aux alentours de ses 22 ans. J'étais abasourdie. Je comprenais maintenant la réaction de WW. D'un côté, elle était béate d'admiration devant la force de sa fille, sa colossale détermination, la fermeté de ses perspectives d'avenir. De l'autre, elle était horrifiée par les origines de cette virulence. « Aidez-la », m'avait-elle supplié, parce que je crois qu'elle ne prend pas un bon chemin. Si la gamine se trompait de voie, j'aurais bien été en mal d'en juger. Mais une chose m'apparut certaine. Malgré l'évidence qui crevait les yeux, elle n'établissait aucun lien entre ses choix d'orientation professionnelle et la cause qui les motivait. Et si je pouvais l'aider, voire les aider toutes les deux, ce serait en conduisant la fille à débusquer en elle le conflit qui vivait à ses dépens. On avait du conflit autrefois, au temps des dieux. Une conception non pas abstraite comme la nôtre aujourd'hui, mais charnelle. Le conflit n'était pas la fabrication par le psychisme d'une tension intérieure entre des intérêts divergents, ou une lutte psychologique prenant sa source dans une incompatibilité de croyances et de représentations. Non, le conflit était une déesse. Dans un autre temps, on aurait considéré WW Junior comme le terrain de jeu des 3 filles d'Eris, Lup, Akos et Anya, et ses fils, les pseudéas, les mensonges. WW Junior me donnait l'impression qu'elle avait été créée dans l'unique but d'être leur jouet. De toute évidence, WW Junior ne s'appartenait plus. Je la sentais sur des charbons ardents. Sa respiration était saccadée. Ses globes oculaires ne restaient pas en place. Elle semblait chercher ou fuir. Quelque part, des divinités hilars devaient se réjouir de la voir se débattre dans le piège d'un espoir insensé. Celui de retrouver une innocence fantasmée. Je croyais les entendre s'étouffer de rire devant le spectacle de cette gosse prisonnière du vœu auquel elle s'était liée. Ces garnements de dieux antiques ne sont pas morts. Oh non! Et les idoles judéo-chrétiennes qui ont prétendu les enterrer ne leur arrivent pas à la cheville, avec leur fallacieuse promesse de transmuter le chaos en harmonie par l'action de la soumission et de l'amour. Probablement imbibé des thèses hallucinantes du développement personnel, WW Junior avait réussi à se persuader qu'en se fixant des objectifs avec méthode, en dépassant ses limites,
elle regagnerait son estime personnelle. Mais il était évident qu'elle n'échapperait à rien du tout en s'y prenant ainsi. Elle courrait au contraire se jeter dans les bras d'autres geôliers rigolards. Quand tout cela a-t-il eu lieu ? Me demanda-t-elle, reformulant la question que je venais de lui poser. Il me semble que tout a commencé quand j'avais 3 ans. Ce doit être cela. J'ai vérifié auprès de maman. Dans l'appartement qu'on louait avant mes 3 ans, il n'y avait pas de baignoire. La baignoire, reprit-elle avec une moue de dégoût. C'est là que la chose se passait, que tout a commencé. Son père. Elle avait pour parler de lui de telle inflexion dans la voix qu'il me semblait assister à la scène. La salle de bain avec son carrelage rose bonbon, un rideau de tulle à la fenêtre, les flacons précieux de maman qu'on pouvait toucher uniquement en sa présence, les ouvrir, en respirer le contenu. Au sol, un tapis à bouclettes beige clair et les bulles de savon à la surface de l'eau du bain. Le corps puissant de l'homme papa, ses grands pieds amusants, ses mollets d'airain dont les poils flottaient comme des algues, ses cuisses duveteuses et fermes comme des colonnes, les petites vagues des abdominaux sur le ventre et cette poitrine large, velue, profonde, contre laquelle les bras solides pressent l'enfant. Il chuchote à son oreille. Ça chatouille. Il a dans le cou le parfum d'eau sauvage. Son odeur, finalement. C'est un secret ce qu'il dit. Elle seule doit le savoir. Elle rit. Il rit. Croix de bois, croix de fer. Nez contre nez, on se regardait en louche. Au loin, la voix de maman. Il pose un doigt sur ses lèvres. Elle dit « Chut ». Elle sent que ça vient. Il fait « Psst, psst, psst ». L'urine chaude coule entre ses jambes. Papa se cambre. Il dit « Chérie, oh ma chérie, mon amour ». Elle rit, balance le pelvis d'avant en arrière jusqu'à la dernière goutte. Ça n'a été que ça pendant je ne sais pas combien de temps. Ensuite, il me tendait Fredo, mon canard. Il fermait les yeux. C'était un peu comme s'il allait s'endormir. Mais quelque chose de pire parce que je voyais qu'il avait mal. Il respirait difficilement, sursautait. Dans ces moments-là, je croyais que j'allais le perdre. Jusqu'à ce qu'il ouvre enfin les yeux, me sourit. Ce sera toujours notre secret. Hein, Pépette ? Sinon je mourrais, tu le sais. Alors je poussais des cris et je tapais dans l'eau. J'étais heureuse. Il n'était pas mort. Maman disait de loin « Ça y est, vous avez fini ?» C'était le signal. Elle arrivait dans la salle de bain et pendant que mon père savonnait son corps, elle m'enlevait haut dans ses bras et comme si c'était la suite du jeu, elle me chatouillait en me frottant avec la serviette chaude. Et l'on riait. Tous les trois on riait. Je ne sais pas. Peut-être vers mes 5 ans. Pisser sur la poitrine et le ventre de mon père ou sur ses lèvres ne m'amusait plus. Cela devait se voir que je le faisais à contre-cœur. Je vais te montrer autre chose, Pépette. Mais ça, c'est un secret encore plus grand que l'autre. Et là,
Si tu disais quelque chose à maman ou à quelqu'un, pour de bon, je mourrais. Donne-moi ta main. Ma main était trop petite pour bien tenir son membre raide. J'entends encore sa voix me chuchoter « Serre-toi des deux, Pépette !» Ce jour-là, c'est moi et moi seule qui l'ai fait jouir. Il m'a embrassée sur les lèvres et m'a serré contre sa poitrine. Quand on a recommencé, il m'a bien dit qu'on pouvait aller en prison à cause de ça. Parce que les gens sont méchants. Tous. Même maman. Et sa main mousseuse passait dans l'arrêt de mes fesses, jusqu'à ce que tout mon corps se mette à trembler contre le sien. Un jour, maman est entrée à l'improviste dans la salle de bain. « Qu'est-ce que vous faites ? Je ne vous entends pas rire. » « On s'est disputé, » il a répondu. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé, je ne parvenais plus à dire un mot. J'avais l'impression d'avoir été changée en statue. Après cet épisode, WW avait questionné sa fille. Que s'était-il passé pendant le bain ? Quelque chose qu'elle aurait dû savoir s'était-il passé pendant le bain ? Non. Rien ne s'était passé pendant le bain. Rien. Ce qui se passait depuis si longtemps avait lieu très loin, là-bas, au pays des secrets. MWW avait cependant décidé que la petite était désormais trop grande pour continuer à jouer avec papa. Papa n'avait rien dit, mais il était triste. Alors, il y eut d'autres fois, dans d'autres lieux. Et Pépette ne voulait plus, depuis que WW était entré dans la salle de bain. Depuis que papa avait menti. Depuis qu'elle avait dû répondre à des questions étranges. Pépette, ton papa ne serait pas vilain avec toi au moins. Depuis qu'elle avait installé, la mère, ce pli d'amertume dans le sourire contrit que je lui connaissais. Le sourire de ceux qui doutent. Qui se doutent que... Ailleurs, maintenant, il attrapait sa main et la plaquait sur sa braguette. Au cinéma, ici ou là, dans l'ombre. Et elle sentait sous sa paume le spasme de la verge qui se tendait sous le tissu. Elle ne regardait pas. Elle ne regardait plus. Là, se logeait le mal. Elle n'y pensait même pas. Elle oubliait. Et puis, comme elle s'était elle-même lassée des séances de compissage, il avait fini par se lasser, lui, de ses caresses sans véritable conclusion. Il ne l'avait pas pénétrée. Non. Elle s'était retirée juste assez pour que le sexe ne rentre pas dans sa fente. Elle ne l'avait pas vu, mais elle avait senti sa raideur, sa palpitation entre ses cuisses. Jusqu'à ce que monte une odeur étrange, odeur de métal, de fleurs fanées, de fruits inconnus. Odeur bouleversante. Bouleversement aussitôt sanctionné par la peur du péché, de la monstruosité. Chaleur de liquide visqueux, dont sa vulve se trouvait subitement enduite.
Elle avait pleuré. Il avait bu ses larmes. Le lendemain, elle avait connu la colère. L'envie de tuer ou de se tuer. Je vais tout raconter à maman. Si tu parles, je meurs. Crève alors, elle avait dit. Il était parti à moto, jamais revenu. On l'avait retrouvé 2 jours plus tard, au fond d'un ravin. Des sangliers ou des chiens errants avaient bouffé ses mains. Il l'avait laissé avec ça, le salaud, avec cette solitude, cette culpabilité et cette prison de silence dans laquelle elle avait tourné comme un fauve en cage jusqu'à l'anniversaire de ses 16 ans. 1 an et demi plus tôt. Après quoi, WW avait commencé à avoir ses pertes de mémoire. Quel métier exerçait votre père, ai-je demandé pour déconcentrer son attention. Inspecteur de police. Lorsque je revis WW une semaine plus tard, elle me sembla plus fragile et menue. Assise en équilibre sur le bord de la chaise, les jambes entortillées. Elle mordillait sa lèvre inférieure. Et quand elle me demanda dans un filet de voix si sa fille avait parlé, j'entendis clairement qu'elle disait « Alors, elle vous a avoué mon crime ?» Ses yeux s'embuèrent. Son ordure de père. Vous auriez vu son enterrement, des déluges de larmes, et tous ses collègues de travail effondrés. La police avait perdu un de ses membres les plus valeureux. Il avait toutes les qualités, ce salaud, la droiture, le courage, l'exemplarité. Un à un, ils ont été se recueillir devant le cercueil. Ça n'en finissait plus. Et le spectacle de ces grands malabars qui se décomposaient comme des fillettes devant sa dépouille faisait déborder le chagrin de tout le monde. Il n'y avait qu'elle qui ne disait rien. Ses yeux exorbités, son regard fixe, ses joues blanches et creuses. Je croyais que c'était sa façon à elle de manifester son chagrin. Je ne savais pas que c'était des années de souffrance qui finissaient et d'autres qui commençaient sans qu'on puisse dire lesquelles seraient les pires. Elle marqua un temps de silence pour saisir la boîte de Kleenex que je lui tendais, se moucher avec fracas. Elle releva enfin des yeux injectés de sang. La coupable, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Votre culpabilité enchaîne votre fille dans son passé. Devant son air abasourdi, je précisai ma pensée. Entretenir votre culpabilité, c'est comme entretenir le crime de votre mari. Vous vous reprochez de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir percé ce qu'on vous cachait si bien. Je n'aurais jamais dû les laisser seuls ensemble. Voilà ce que je me reproche. Vous vous reprochez de ne pas avoir interdit à un père adorable d'avoir une relation affective avec sa fille. Vous vous reprochez de ne pas avoir interdit à votre fille d'avoir une relation de complicité et d'amusement avec son père adoré. Non, bien sûr. Que saviez-vous de plus à cette époque ? Rien. Aviez-vous des soupçons ? Les seuls soupçons, je les ai eus une fois. Un jour, je suis entrée dans la salle de bain et j'ai trouvé qu'ils étaient bizarres tous les deux.
comme des enfants pris en faute. Et ce jour-là, j'aurais dû suivre mon intuition et demander le divorce. Elle me narra alors très précisément ce que sa fille m'avait déjà raconté. « Que pensez-vous de cela, fis-je, dès qu'elle eut fini ? Vous n'avez pas les moyens de changer le passé ? La seule façon d'aider votre fille maintenant, c'est d'accepter de vivre avec des cicatrices. » J'ai longuement parlé avec elle. Il me semble qu'elle a réalisé la nature véritable de sa motivation professionnelle. Je ne crois pas qu'elle donnera suite à son projet. WW repartit ce jour-là un peu moins dévastée que d'habitude. Et je ne les revis plus, ni elle ni sa fille, pendant près de 3 ans. Quelques jours après cette dernière consultation, je reçus un courrier de WW Junior. Pour m'aligner sur sa façon de fonctionner, je lui avais ordonné de me faire parvenir au plus tôt une lettre dans laquelle elle me ferait part de son analyse de la situation, des fondements de sa motivation. Je l'avais encouragée à déconstruire son projet professionnel de façon à en étudier objectivement les composantes. Elle avait rédigé un texte touchant qui reflétait son esprit résolu et appliqué, son non-apitoiement sur soi. Les fruits de sa réflexion étaient exprimés sous la forme d'une dissertation, thèse, antithèse, synthèse, qui lui aurait valu une note excellente, proche du 20 sur 20, si ça avait été un devoir scolaire. Devenir commissaire de police aurait dû, selon ses projections, lui permettre de remettre de l'ordre dans cette administration, d'y opérer une sorte de purification depuis l'intérieur. Elle avait naïvement pensé pouvoir moraliser la société et les hommes, les châtier pour leur hubris, se venger en rétablissant le droit et l'intégrité des enfants victimes de mauvais traitements et d'abus. Elle s'était imaginée exécutant la justice comme une déesse distribue et rythme le destin. Elle réalisait maintenant que tous les faits héroïques qu'elle s'était promis d'accomplir, aucun n'aurait eu le pouvoir de refaire le passé. Elle m'annonçait enfin sa décision de s'octroyer une année sabbatique après le bac, afin d'envisager son avenir avec un regard neuf. 3 ans plus tard, mon téléphone sonne. C'est WW. Je suis invitée au restaurant. Le midi de ma convenance, la semaine suivante. J'ai retrouvé mes 2 femmes. L'une avait repris du poil de la bête, et même quelques formes. De secrétaire de direction, elle était passée présidente d'une association. Ses qualités de copilote en faisaient la partenaire idéale dans de nombreux rallyes automobiles. Elle avait abandonné le cross et l'enduro. L'autre avait minci et portait une tenue féminine, certes avec maladresse. Elle était en 2e année de médecine et envisageait la psychiatrie. Fidèle à sa générosité, WW m'avait apporté un luxueux cadeau. Une chaîne en or et la reproduction d'une antique bractéate, dont la figure représente une femme. Un genou à terre, tenant sur son épaule le fléau d'une balance. Sur un plateau la lune, sur l'autre le soleil. Quant à WW Junior, elle me tendit son exemplaire annoté du livre d'Amos Oz, une histoire d'amour et de ténèbres. Apparemment, les dieux farceurs avaient fini de se distraire aux dépens de ces 2-là. On échangea seulement un sourire. Les mots n'auraient servi à rien. Je ne pus m'empêcher de me demander à quoi ressemblerait leur grande traversée, avant qu'elles n'abordent enfin leur île promise.